Vous êtes le premier à savoir et à comprendre, fidèles téléspectateurs de Cherif la télévision. Voici l'heure de votre tranche d'actualité de ce lundi 3 novembre 2025 en direct sur Cherif la télévision. L'agence Cherif la Voyage a organisé une cérémonie où elle a procédé à la remise d'attestation de reconnaissance au directeur général de la maison du Hajj de Bamako le mercredi 29 octobre 2025. Cet événement a été l'occasion pour l'agence d'exprimer sa gratitude et son appréciation pour le travail remarquable accompli par le directeur général. Kalia Traoré nous explique tout ça. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'agence Cherif la Voyage de témoigner de sa gratitude et son appréciation pour la bonne collaboration et le soutien apporté par la maison du Hajj afin d'assurer le succès des opérations du Hajj et du Umrah. On est là ce matin à la maison du Hajj. On a dédié une attestation de reconnaissance au directeur général de la maison du Hajj, Dr Abdul Fattah Sissi, détenteur de l'ordre, chevalier de l'ordre national, à son courage et à son dynamique et à son stratégie. Les stratégies qu'il a mises sur les places, ce qui concerne les plateformes. Avec les plateformes, même c'est la réalité, même ce que tu as, les pèlerins que tu as reçu ça sur les plateformes. Vraiment, ça nous a aidé beaucoup. Les premières années qu'il a décidé, bon, on n'avait pas compris. Vraiment, on n'a pas d'accord sur ça. On a dit non, on va laisser sur notre chemin. Mais vraiment, il a combattu. Il y a eu des changements par rapport aux Saoudiens dans l'organisation du Hajj. Bon, Mali doit changer aussi. Donc il a mis les plateformes là. Vraiment, cette plateforme-là, ça a été une réussite et ça a été une efficace. Le directeur général de la maison du Hajj a exprimé sa satisfaction pour cette marque de reconnaissance et sa volonté de poursuivre la collaboration et le travail en commun pour le grand bonheur des pèlerins. Je suis vraiment très ravi ce matin de cette reconnaissance de la part de l'agence Cherif la, qui est vraiment une agence leader en matière de l'organisation des Hajj. Donc vraiment au nom de son excellence le ministre des Affaires religieuses qui nous a mis en mission, vraiment on vous remercie infiniment pour votre reconnaissance et votre implication dans l'organisation du Hajj. Aujourd'hui, ça montre que vraiment ce que nous on est en train de faire, il y a des gens qui nous suivent et il y a des gens qui sont avec nous et il y a des gens aussi qui sont contents, surtout les organisateurs même du Hajj. Donc à travers l'agence Cherif la, je salue l'ensemble des collaborateurs et je leur demande aussi de transmettre nos salutations, nos respects au guide spirituel de Ansar Din, à Cheikh Al-Imam Dr Sharif Osman Madani Haidara, de lui demander aussi de prier pour nous, de prier pour la maison des Hajj, pour l'organisation des Hajj et pour le Mali entier. La cérémonie a été magnifiée par la remise officielle d'un tableau de reconnaissance au directeur général de la maison du Hajj. Et nous prenons tout de suite la direction du Sénégal, notamment à Dakar, où la salle de spectacle du centre culturel régional de Dakar, donc dénommé Daniel de Sorano, a abrité la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition du Salon international des médias d'Afrique, en abrégé CIMA, placé sous le thème l'Afrique face aux enjeux des médias. Donc c'était du 27 au 31 octobre 2025 à Dakar, sous la haute présidence du ministre sénégalais de la communication, des télécommunications, du numérique. Notre envoyé spécial, Amadou Kamara. Le Mali, pays invité d'honneur de cette première édition du Salon international des médias d'Afrique, tenu à Dakar du 27 au 31 octobre 2025, était présent avec une forte délégation composée d'hommes et de femmes des médias du Mali, conduite par le président de la Maison de la Presse du Mali. Je souhaite saluer tout particulièrement la délégation du Mali, pays invité d'honneur de cette première édition. Sa forte mobilisation prouve une fois de plus la solidité des liens historiques
culturelle et fraternelle entre le Sénégal et le Mali. Nos deux peuples sont unis et continuent de l'être pour relever les défis majeurs du continent. J'ai été particulièrement très fier de l'accueil qui a été réservé à la délégation du Sénégal au Mali à l'occasion du Sam Mali et la délégation envoyée par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, que je remercie au passage pour cette confiance. À cette délégation du Mali, je vous dis d'Alen Adjam, le thème choisi pour cette année, l'Afrique face aux enjeux des nouveaux médias, nous interpelle tous. À l'ère des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et des mutations informationnelles rapides, l'Afrique doit définir ses propres modèles, ses priorités et investir dans un secteur médiatique fort, structuré et souverain. Le choix du Sénégal pour abriter ce grand rendez-vous continental n'est pas fortuit. Notre pays, reconnu pour son attachement à la démocratie, à la liberté de la presse et à la diversité des opinions, demeure une terre d'accueil pour les idées, pour le débat, mais aussi pour la coopération entre médias africains. C'est pourquoi je me réjouis tout particulièrement de la participation massive de délégations africaines, européennes et asiatiques, journalistes, patrons de presse, experts en communication, chercheurs, institutions partenaires qui nous viennent du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, de la Guinée, de la Mauritanie, du Bénin, du Togo, du Niger, du Cameroun, du Cap-Vert, de la RD Congo, de la Gambie, du Congo, du Tchad, de la Tunisie, du Ghana, de l'Algérie et bien d'autres encore. Le Salon international des médias d'Afrique, tenu à Dakar, selon le président du comité de pilotage, a pour but de fédérer l'ensemble des médias d'Afrique en vue de réfléchir ensemble pour une solution des maux qui minent le secteur des médias du continent. Se veut une sorte de point d'orgue d'un processus multilatéral inclusif pour réfléchir ensemble et proposer les trames de cette toile médiatique nouvelle, celle d'un écosystème dynamique, hautement professionnel et performant. Dans un monde où les modes de domination ne cessent d'évoluer, épousant les formes de plus en plus sophistiquées et complexes, et quelquefois pernicieuses, la culture de manière générale, avec un grand C, les médias plus particulièrement, sont une sorte de fer de lance de ce soft power qui s'installe sans crier gare. Quid de l'Afrique, notre Afrique? Pour le ministre sénégalais de l'information et de la communication, ce salon est l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement aux côtés des médias, avant de souhaiter la cordiale bienvenue à l'ensemble des délégations présentes à cette première édition. Le ciment plus qu'un événement est une ambition partagée, celle de construire ensemble un écosystème médiatique africain dynamique, innovant, éthique et souverain. Permettez-moi tout d'abord, au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du chef du gouvernement, le Premier ministre M. Ousmane Sonko et du peuple sénégalais, de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations venues d'Afrique et d'ailleurs. Le Sénégal, terre de dialogue, de tolérance et de liberté, est honoré de vous accueillir à l'occasion de ce salon international des médias. Votre présence ici témoigne d'une conviction partagée, celle que l'Afrique doit être actrice de sa propre narration, productrice de ses propres contenus et gardienne de sa propre image. À noter que cette première édition du Salon international des médias d'Afrique tenu au Sénégal, conférences, débats, des panels de haut niveau, expositions, stands, ateliers pratiques, rencontres B2B, projections et masterclass. L'objectif recherché est de favoriser le partage d'expériences, stimuler les synergies d'action et renforcer la coopération entre médias du continent. Pour cette première édition du Salon international des médias d'Afrique tenu à Dakar, le Mali et le Sénégal ont réaffirmé leur intégration médiatique dans la continuité. Vivement la deuxième édition du CIMA. Voilà, donc j'ajoute que l'invité d'honneur de cette première édition du CIMA était le Mali. Vivons donc pour la deuxième édition. Nous restons à l'étranger où le ministre algérien des Affaires étrangères
Ahmed Attaf a commenté le vote à l'Assemblée nationale française d'une résolution du Rassemblement national RN visant à dénoncer l'accord algéro-français de 1968 sur l'immigration. Moussa Fomba nous développe justement le fond de cette information. Le chef de la diplomatie algérienne a considéré cette démarche comme étant un problème interne à la France. Très sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour l'Assemblée nationale française, mais lorsque j'ai vu ce vote, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est la course à l'échalote qui se poursuit, a-t-il estimé. Poursuivant, Ahmed Attaf s'est dit triste de voir un pays aussi grand que la France faire de l'histoire de notre pays, indépendant et souverain, l'objet d'une compétition électorale anticipée en France. Mais sur le fond, c'est une affaire franco-française entre l'Assemblée nationale et le gouvernement français. C'est une affaire intérieure qui ne nous concerne pas pour le moment, a-t-il ajouté. Le ministre algérien a souligné que l'accord a été conclu entre les gouvernements des deux pays et que l'Algérie ne réagira officiellement que s'il y a une action des autorités officielles françaises. Donc sur le fond, nous ne réagissons pas. Au plan gouvernemental, nous n'avons rien vu venir et nous espérons ne rien voir venir, a-t-il ajouté. Ahmed Attaf a répondu aussi à certains politiques et médias français qui ont une connaissance très biaisée de l'accord de 1968. Cet accord n'a jamais été libéral pour favoriser l'immigration algérienne, bien au contraire. Il est venu établir des restrictions par rapport au régime établi par les accords d'Évian qui consacrent la libre circulation des personnes entre l'Algérie et la France, a-t-il soutenu, estimant également que c'est un rapport historique restrictif. Il a également critiqué le rapport sur cet accord établi par deux députés macronistes qui ont évalué son coût pour la France à 2 milliards d'euros par an. On attribue beaucoup de choses. J'ai entendu récemment qu'il coûtait à la France 2 milliards d'euros, ce qui m'a rappelé l'aide au développement, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est totalement infondé. Ce sont des chiffres fantaisistes, a-t-il déclaré. Jeudi 30 octobre, l'Assemblée française a voté à une voix de différence 185 contre 184 voix, une proposition de résolution du Rassemblement national appelant à dénoncer cet accord très favorable à l'immigration algérienne. Ce vote a été vivement critiqué par la gauche et l'extrême gauche en France, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a rappelé que la politique étrangère de la France n'est pas faite par des résolutions au Parlement et qu'au regard de la Constitution, c'est le président de la République qui est garant des traités. Et nous restons toujours avec Moussa Fomba pour nous présenter brièvement le reste de l'actualité internationale. Regardons. Le président nigérian Bola Tinubu doit prochainement s'entretenir avec le président américain Donald Trump au sujet des accusations d'attaque contre les chrétiens au Nigeria. Daniel Bwala, conseiller spécial du chef de l'État pour la communication politique, a annoncé sur le réseau social américain X qu'une rencontre entre les deux dirigeants était prévue dans les prochains jours, soulignant la détermination commune des deux dirigeants dans la lutte contre le terrorisme. Bwala a rappelé que Trump avait contribué de manière significative en autorisant la vente d'armes au Nigeria et Tinubu a utilisé cette opportunité de manière efficace, obtenant des résultats notables. La rencontre pourrait se tenir à Abuja ou à Washington, a précisé le conseiller, ajoutant que la discussion porterait également sur les divergences d'évaluation concernant la question de savoir si les groupes terroristes au Nigeria ciblent uniquement les chrétiens ou l'ensemble des communautés religieuses. Le 31 octobre, Donald Trump avait déclaré sur son réseau social Truth que le Nigeria était un pays particulièrement préoccupant en raison des massacres contre les chrétiens. Dimanche encore, le président américain a affirmé que les attaques contre les chrétiens se poursuivaient au Nigeria, annonçant la suspension de toute aide américaine au pays et avertissant que si le gouvernement nigérian ne met pas fin à ces violences, une intervention militaire des États-Unis reste possible. La campagne électorale s'ouvre en Guinée-Bissau sur fond de tensions politiques et militaires. À quelques heures seulement du lancement de la campagne, l'armée bissau-guinéenne a fait savoir qu'elle avait mis en échec une tentative de coup d'État et procédé à l'arrestation de plusieurs officiers supérieurs, dont le général de brigade Daba Nalwana. D'autres militaires impliqués seraient en fuite. Le fait marquant de ce scrutin reste l'absence inédite du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAIGC et de son chef Domingo Chimoche Pereira. Le PAIGC, parti historique qui a mené le pays à l'indépendance et remporté les dernières législatives en 2023, ainsi que la principale coalition d'opposition qui dirigeait, ont été écartés de la course présidentielle et législative par la Cour suprême pour des raisons de dépôt tardif de leur dossier. Autre Umaru Sissoko Ambalo, son prédécesseur José Mario Vaz
qui a dirigé le pays de 2014 à 2020, fait partie des prétendants notables, se présentant cette fois-ci en indépendant. Ces scrutins se déroulent alors que l'opposition conteste toujours la légitimité du mandat d'Oumarou Sissoko Embalo, issu d'une élection très contestée en 2019 et d'un long bras de fer post-électoral résolu par la reconnaissance de la CEDEAO. En continuant de soutenir le régime de Kiev, l'Union européenne se rend complice de terrorisme international, a déclaré aux journalistes la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova. La diplomate russe a été invitée à commenter les informations selon lesquelles la Commission européenne pourrait reporter sa décision sur l'expropriation des avoirs russes et à titre de décision provisoire, décider d'approuver un prêt de 6 mois à Kiev en raison des objections de la Belgique et de plusieurs autres pays de l'Union européenne. Chaque jour, l'Union européenne n'a qu'une seule obsession: comment investir davantage d'argent dans le régime de Kiev. En clair, il s'agit de financement du terrorisme pour reprendre leurs propres termes. Sauf qu'il ne s'agit pas de fonds privés, mais d'un État qui soutient le terrorisme international. Voilà ce qu'ils font, a-t-elle déclaré. Toute une structure internationale tentaculaire appelée le régime de Kiev commet des actes terroristes à la fois contre les civils des territoires qu'ils considèrent comme les siens et contre les citoyens de la Fédération de Russie qu'ils ne considèrent pas comme les siens, mais dont il est parfaitement conscient qu'il s'agit de civils, a ajouté la diplomate. Selon Zakharova, le régime de Kiev tente d'exporter cette logique sur d'autres continents. Il apporte son soutien à des militants, notamment en Afrique. C'est pourquoi plusieurs pays africains ont rompu leurs relations avec le régime de Kiev, a-t-elle souligné. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a accusé son homologue polonais Donald Tusk de soutenir le conflit militaire en Ukraine, d'être prêt à obéir à Bruxelles en tout et de persécuter ses opposants politiques dans son propre pays. Donald Tusk a lancé de nouvelles attaques contre la Hongrie, a écrit Orban sur sa page Facebook. Selon lui, Tusk a agi ainsi parce qu'il rencontre de graves difficultés en interne. Son parti a perdu l'élection présidentielle, son gouvernement est instable et il est en difficulté dans les sondages, a expliqué Orban. Il estime que le Premier ministre polonais est l'un des plus fervents partisans de la guerre en Europe, mais sa politique belliciste a échoué. L'Ukraine perd progressivement l'aide européenne et les Polonais se lassent de la guerre. Cependant, la Pologne ne peut changer de cap car Tusk en a fait un vassal de Bruxelles. Il est maintenant pris de panique. Il persécute ses opposants politiques à l'intérieur du pays avec la complicité du système judiciaire et s'attaque à la position pacifique de la Hongrie pour détourner l'attention de ses propres problèmes politiques internes, a déclaré Orban. Il a souligné que la Hongrie emprunte une autre voie, celle de la paix. Le peuple hongrois ne veut pas être vassal de Bruxelles. M. Tusk devrait l'accepter et s'occuper de ses propres affaires, a conclu le Premier ministre. Son conflit avec son homologue polonais dure depuis plus d'1 an et cette fois-ci, l'occasion d'un nouvel échange d'insultes a été la rencontre à Budapest entre Orban et l'ancien ministre polonais de la Justice, Zbigniew Ziobro, membre de l'opposition parlementaire. Le procureur général polonais l'a inculpé de détournement de fonds du Fonds de la Justice et demande aux députés de la Dietz de lever son immunité parlementaire. Tusk s'est indigné qu'Orban ait reçu Ziobro et a écrit sur son X, soit en détention, soit à Budapest. L'ancien ministre n'a pas non plus mâché ses mots, répondant au Premier ministre polonais que dans 2 ans au plus tard, après les prochaines élections législatives, il devrait soit filer à Berlin, soit finir derrière les barreaux. Et c'est pratiquement la fin de cette tranche d'actualité de ce lundi 3 novembre 2025. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Comme vous le savez, tous les jours, ne partez pas d'un moment à l'autre. Vous retrouverez Moussa Fomba pour la version en langue nationale, Bamolankan, et nous rappelons une fois de plus, en raison de cette période si difficile, nous invitons tous donc au convoiturage, surtout en cette période très très difficile. Mettons à profit nos énergies pour pouvoir surmonter cette période difficile. C'est terminé et à demain.